Bonjour à tous les auditeurs, vous êtes bien sur Radio J et vous êtes le bienvenu. Pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou, nous allons réfléchir sur la place, le rôle et la vitalité du judaïsme libéral, de ses zones d'ombre et de lumière, et aussi de la remarquable et prestigieuse revue de pensée juive Ténois, dirigée par le rabbin Défi Norviller. Et pour en parler et pour réfléchir avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Francis Lanzner. Bonjour. Bonjour Rafi. Alors Francis Lanzner, vous êtes un homme discret. Je tiens à le préciser devant Si nos vous le auditeurs, dites. un homme de l'ombre. On vous attend d'ailleurs, on vous entend très rarement sur les ondes des radios juives, et pourtant seriez-vous un bâtisseur de l'ombre. Vous êtes né dans une famille de juifs communistes, très éloignés de la tradition juive. Vous êtes un militant, membre des jeunes de la LICA à l'époque, présidé par Jean-Pierre Bloch. Vous êtes actif dans le combat pour les juifs du RSS, pour la défense de l'État d'Israël, et dans le combat contre les criminels de guerre nazis aux côtés de Serge et Beat Klarsfeld. Vous êtes par ailleurs cofondateur de Radio J. Vous êtes président du mouvement MJLF de 2002 à 2008, et en juin 2013, vous créez l'association Ténois. Vous êtes le président Francis Lanzner. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? D'abord, Rafi, moi j'ai envie de te tutoyer, parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps qu'on ne va pas se tutoyer, ça n'est pas possible. Moi je suis dans un très très bon état d'esprit. Ce qui est formidable, c'est de vieillir et de continuer à avoir des activités. Et je continue à avoir des activités professionnelles, puisque je suis promoteur immobilier. J'ai la joie d'avoir un fils, mon fils qui m'a rejoint et qui a pris les rênes de la société. Et j'ai la joie aussi de continuer à participer et à être militant dans la communauté. Tu as raison de le dire, moi je suis quelqu'un de l'ombre. J'ai jamais voulu être en lumière parce que ça s'est pas fait et parce que c'est pas ma vocation. Je suis un homme d'action, je suis un militant. Je suis un militant depuis que j'ai rencontré le judaïsme. Parce que, comme tu le dis, je suis né dans une famille communiste où le judaïsme était plutôt absent. Et puis, dans les années 68, j'étais à la fac, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit « Mais dis-moi, Lanzner, toi, t'es juif ?» Et très franchement, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et au fur et à mesure, il m'a appris. C'était Alain Nutkovitch, ancien président de l'Union des étudiants juifs de France. Et j'ai rencontré Serge Achtenberg et j'ai commencé à militer. Mais ça s'est fait d'une manière naturelle et j'ai découvert mon judaïsme au fur et à mesure. Un judaïsme militant, puis un judaïsme religieux, puis un judaïsme de la pensée, grâce à Ténois. Donc, dans quel état d'esprit je suis? Je suis dans un bon état d'esprit. Je suis heureux d'être là, je suis heureux de vivre et je suis heureux de répondre à tes questions. Alors, merci Francis. Alors, nous allons tout de suite aborder le judaïsme libéral en France. Quelle est sa place? Quel est son rôle? Mais je tiens à préciser que vous ne parlez pas au nom du judaïsme libéral, mais simplement, on va réfléchir, vous et moi. Quelle est votre vision? Quel est votre regard? Quels objectifs? Beaucoup de nos auditeurs peuvent parfois retenir que les clichés négatifs, ne retenir qu'une analyse qui ne reflèterait pas la réalité du judaïsme libéral en France. Quelle est votre réflexion, Francis Lanzner? Quel regard vous jetez sur l'organisation du judaïsme libéral aujourd'hui en France? Bon, comme tu l'as dit, j'ai été président du mouvement juif libéral de France de 2002 à 2008 pendant 6 ans, 6 mandats renouvelés, puisque grâce à l'intelligence de Roger Benaroche, qui était le fondateur du mouvement juif libéral de France, la durée du mandat d'un président au MJLF était limité dans le temps. Ça évite les présidents à vie comme on en voit trop dans cette communauté. Donc j'ai été pendant 6 ans président du mouvement juif libéral de France et à cette époque je pouvais parler au nom du judaïsme libéral, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors ce que je disais à l'époque, je disais le judaïsme libéral c'est libéral mais pas laxiste. Libéral ça veut dire une pensée, ça veut dire une réflexion, ça veut dire un respect de la tradition, ça veut dire un respect des textes et considérer que les textes sont fondamentaux. Mais la différence, d'abord, il n'y a qu'un seul judaïsme. Il n'y a pas un judaïsme libéral, un judaïsme orthodoxe. Il y a le judaïsme et les juifs. Voilà, dans mon esprit, on ne peut pas dire le judaïsme libéral. Il y a des tendances dans le judaïsme, comme il y a toujours eu des tendances dans le judaïsme tout au long de l'histoire. Il y a eu des juifs
très observants, des juifs un peu moins observants. Il y a eu des juifs fondés sur la tradition. Il y a eu des juifs qui, militants. Il y a toujours eu ça dans le judaïsme. Aujourd'hui, c'est le cas. Et grâce, effectivement, à mes successeurs à la présidence du MJLF, eh bien, le MJLF et Copernic se sont regroupés au sein d'une grande communauté qui s'appelle Judaïsme en mouvement et qui a vocation à montrer la place qu'a le judaïsme d'ouverture, je dirais, le judaïsme moderne dans la vie juive aujourd'hui Mais vous êtes en conscient France. que les dirigeants actuels, d'abord c'est eux-mêmes qui se dénomment judaïsme libéral, et c'est nouveau, c'est-à-dire votre analyse elle est nouvelle, c'est-à-dire dire qu'il y a les juifs et le judaïsme, c'est-à-dire vous faites pas une distinction entre les juifs libéraux et les juifs orthodoxes, c'est-à-dire que pour vous il y a l'unité du peuple juif. Et si je vous dis par exemple que bien sûr il y a des inepties, c'est-à-dire le jour où un juif dira à un autre juif, moi je suis plus juif que toi parce que moi je mets mes tefilines et pas toi, ça c'est le commencement de la fin du peuple juif. C'est déjà ce qui se dit, Oui. quelquefois. Et c'est ce contre quoi je lutte. Aujourd'hui, moi, je considère qu'il n'y a pas de bons juifs, il n'y a pas de mauvais juifs, il y a des juifs. Il y a des juifs qui pratiquent le judaïsme. Voilà ce que je crois. Oui, c'est-à-dire que le peuple juif, ce qui vous inquiète toujours, vous, Francis Lanchner, c'est l'unité du peuple juif. C'est ça, Mais c'est l'unité, ça c'est pas l'essentiel. l'unicité. Mais bien sûr, exactement. C'est-à-dire Exactement. que le judaïsme, vous comprenez que l'unité peut être plurielle. Mais on le voit bien en Israël. En Israël, il y a la loi qui est faite pour être respectée par le rabbinat. D'accord ? Donc toute la vie civile est dirigée par le rabbinat. Il n'en reste pas moins vrai que, par exemple, une conversion dite libérale qui serait faite en France serait valable en Israël. Aujourd'hui, un juif libéral converti en France est considéré comme un juif en Israël Et pas en France. Et malheureusement pas en France. Alors, mais vous comprenez bien que le peuple, certains vont vous dire, le peuple juif a survécu au-delà des tempêtes de l'histoire par son attachement viscéral à la halakha, à la tradition rabbinique. Ce n'est pas le judaïsme réformé ou libéral qui a maintenu le judaïsme. Est-ce que vous comprenez cet argument ? Bien sûr, mais moi je comprends tous les arguments. Moi je considère que les orthodoxes, si on doit employer ce mot, sont indispensables à la continuité du peuple juif, et je considère que les juifs modernes et ancrés dans la vie actuelle aujourd'hui sont aussi indispensables. Le judaïsme est indispensable à la vie des juifs. Mais vous comprenez donc que certains qui vous disent il faut appliquer la halakha à la lettre, c'est-à-dire Shabbat c'est Shabbat, on ne mélange pas les Mais femmes. on a toujours interprété. Enfin, on a toujours interprété. Et non, tu le sais mieux. mais il y a la loi. Mais on a toujours interprété. Qu'est-ce que c'est que la Mishnah ? Qu'est-ce que c'est que la Gemara ? C'est quoi ? Ben c'est le pile-poule, c'est la discussion. C'est le pile-poule, c'est la discussion. Oui, Qu'est-ce que c'est ? Lanchner... Mais la force du judaïsme, c'est la discussion et l'interprétation. Et l'interprétation. On est d'accord. C'est la seule religion suffisamment intelligente pour pouvoir interpréter et discuter les textes. Mais profitons-en. Oui, mais alors pourquoi Francis Lanchner ? Quand je dis Francis Lanchner, je dis ça. Pourquoi ne pas appliquer la halakha comme elle est conçue, c'est-à-dire par exemple, Shabbat c'est Shabbat, la séparation des femmes et des hommes, il n'y a pas de femmes rabbins, pourquoi ? Mais d'abord, je ne sais pas vous où c'est. Mais je ne sais pas. D'abord, je veux bien qu'on parle des femmes rabbins, mais où est-ce que c'est marqué qu'il n'y a pas de femmes rabbins ? Alors vraiment, je crois que vraiment c'est une contre-interprétation. Des femmes rabbins ou des femmes sachantes, il y en a toujours eu dans la tradition, toujours. Tu le sais très bien. Donc les femmes rabbins, mais personne n'interdit aux femmes d'être rabbins et d'avoir une fonction. En tout cas, ça n'est jusque aujourd'hui, si on leur interdit ou on leur dénie ce droit et cette capacité. Mais je voudrais bien savoir au nom de quelle loi, au nom de quel précepte, au nom de quel texte dans la tradition. Mais quand les sages d'Israël prennent une décision qui est ce qu'on appelle en hébreu un psak halakha, on doit se comme si c'était l'halakha du Sinaï. Est-ce que vous acceptez cette idée qu'il n'y a pas de... Si il faut accepter l'idée qu'on n'accepte pas les femmes rabbins, alors non, je ne peux pas être en accord avec ça, parce que je sais que la femme rabbin, en tout cas, oui, la femme rabbin a une légitimité, et elle le prouve tous les jours d'ailleurs. Oui, mais alors, comment vous expliquez par exemple que dans le judaïsme dit libéral, c'est pas vous qui êtes en question, mais je veux dire que la différence entre vous et moi, par exemple, entre nous les juifs traditionnalistes, l'idée c'est que
il ne peut pas y avoir de judaïsme. Je n'ai pas le droit de porter un jugement de valeur sur la pratique identitaire de Francis Lanchner. Ça, c'est clair. C'est-à-dire chaque juif a le droit d'être... Dont acte. Dont acte. Voilà. Oui, bien sûr, c'est une... Et la pluralité, toutes les sensibilités, dans le judaïsme, il n'y a qu'à ouvrir une page du Talmud pour voir toute la pluralité des idées, etc. Tu as répondu à ma place. Non, mais pour arriver à dire, mais il y a un moment, Francis Lanchner, où il y a la halakha, la loi. Et la loi, c'est à partir de ce moment-là. Alors, où je ne l'applique pas, c'est votre droit, et il faut le respecter. Mais vous ne pouvez pas dire, non, cette halakha, il faut la faire changer, il faut la faire évoluer, comme vous dites, diplomatiquement. Alors, moi, je dis que les textes ont toujours évolué et que le judaïsme a toujours été pluriel. Mais maintenant, évoluer, c'est pas changer. Rafi, moi, je suis pas rabbin et je suis pas là pour te donner des explications talmudiques ou bibliques sur l'évolution du judaïsme au fil des siècles. Je suis pas là pour ça et je saurais pas te le dire. Non, on réfléchit. Mais on réfléchit et on sait qu'il y a des exemples d'évolution du judaïsme tout au long de l'histoire. Et que, pour moi, l'exemple le plus important, c'est que toutes les discussions qui ont été faites entre les sages, entre les sachants, sont retranscrites. C'est pas seulement une conclusion qui a été retranscrite, c'est toute la discussion. Donc si toute la discussion a une importance, eh bien, je pense qu'il faut le prendre en considération. Au bout de la discussion, vous avez raison, du dialogue, des échanges et des débats. Pourquoi garde-t-on la loi? Mais pourquoi bien sûr, mais pourquoi garde-t-on? Mais la loi, c'est le Shulchan Aruch, ça veut dire pourquoi à partir garde-t-on du la moment... discussion? La discussion, ça montre que des avis ont été émis, des discussions ont été faites et que ces discussions ont une importance. Pour aboutir à la loi. Bien sûr. Les discussions, c'est pas simplement artificiel. Mais personne ne dit qu'il faut revenir sur la loi. Je dis qu'aujourd'hui, il y a la loi. Mais vous l'appliquez pas. Qui, moi? Oui. Comment le sais-tu? Non, je dis comment le sais-tu? Je dis toi, mais... Comment le sais-tu? Et quelle est la loi? Qu'est-ce que c'est la loi? Est-ce que tu as le sentiment, Rafi? Est-ce que tu as le sentiment que toi, tu es un juif orthodoxe, tu portes pas de paillesse, mais donc il y a des degrés dans l'application, dans le suivi. Tu le sais. Est-ce que Francis Lanchner est prêt à renoncer aux conversions d'Angem et au mariage? Mais il faut interroger le président de GEM. Non, mais pourquoi? Mais non, écoute, je veux pas rentrer dans ce débat. C'est un débat qui pourrait y avoir éventuellement, ou une discussion qui pourrait y avoir éventuellement entre les représentants du judaïsme dit orthodoxe ou du judaïsme dit consistorial et du judaïsme dit libéral. C'est trop facile de se défausser. Non. Je dis que ces responsables se mettent autour d'une table. Jusqu'à présent, j'ai pas le sentiment qu'il y ait une... Attends, laisse-moi juste finir ma phrase. Je n'ai pas eu le sentiment qu'il y ait une volonté de la part du consistoire ou de la part du judaïsme orthodoxe d'entendre ou de discuter. En tout cas, de mon temps, lorsque j'étais président, ça n'est pas faute d'avoir essayé, je n'ai pas réussi à établir un dialogue. C'est pas vrai. Au temps où vous étiez président, le grand rabbin, c'était René Samuel Sirat. Non, au temps où j'étais président, c'était plus René Samuel Sirat avec lequel j'ai eu des... Du temps de René Samuel Sirat, il avait ouvert le dialogue avec le mouvement libéral à une condition... Qui s'est arrêté juste après. Voilà. Qui s'est arrêté juste après. Voilà, mais pourquoi, pourquoi il s'est arrêté? Parce qu'il avait posé ce qu'on appelle aujourd'hui les paramètres René Samuel Sirat. Les paramètres de René Samuel Sirat, alors grand rabbin disait « Je suis prêt à dialoguer avec le mouvement libéral. » Tu me parles d'une conversion, mais qu'est-ce que c'est qu'une conversion? Qu'est-ce que c'est qu'une conversion selon la halakha? Dis-moi, qu'est-ce que c'est une conversion? C'est quelqu'un qui s'engage dans la conformité d'appliquer la loi, les 613 mitzvot. Mais c'est quoi dans la Bible, c'est quoi? Où tu iras, j'irai. Oui ou non? Non, mais attends, ton Dieu sera mon Dieu, où tu iras, j'irai. Voilà ce qu'était une conversion dans la Bible. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'une conversion? C'est faire cette décision et se baigner dans un bain rituel devant deux personnes Shomeret Shabbat. Eh bien, moi j'ai construit au MJLF un mikvé dit kasher sous l'autorité d'un grand rabbin d'Israël, celui qui avait construit le mikvé du grand rabbin Sitruk. Il est venu au MJLF, il a construit un mikvé kasher. Donc moi, j'ai construit... Mais pourquoi ça ne se sait pas, ça, Francis? Je ne sais pas, je te le dis.
Oui, Voilà, mais je te le dis. pourquoi le MJLF n'a pas... Mais parce que on ne peut pas se justifier en permanence. Non, On c'est peut pas se justifier, c'est Donc je te s'expliquer. dis, voilà, et je te le Je dis. me permettrai pas de Tu porter peux un prendre, jugement ah de non, mais tu valeur. peux prendre acte de ce que je viens de te dire. Un mikvé kasher a été construit selon la halacha, quand je dis kasher, selon la halacha, par un grand rabbin qui venait de Jérusalem toutes les semaines et dont j'ai payé les déplacements. Et ce grand rabbin, enfin ce rabbin, ce sachant plus exactement, est celui qui avait construit le mikvé du grand rabbin Sitruk. Alors vous comprenez bien Donc que... Est-ce voilà. que vous comprenez ces gens qui refusent de vous dire, eh ben, écoutez, on ne reconnaît pas les conversions du mouvement libéral et on ne reconnaît pas les mariages. Est-ce que vous comprenez ça? Ah ben, certainement pas. Non, je ne comprends pas. Pourquoi? Mais parce que qu'est-ce que c'est qu'un mariage? Qu'est-ce que c'est qu'un mariage? C'est une union célébrée par quelqu'un qui n'est pas forcément rabbin et en présence de deux témoins. Oui ou non? Alors pourquoi on les reconnaît pas? Pourquoi on reconnaît pas ces... Mais honnêtement, Rafi, je veux pas discuter de ça. Je pense que je t'ai donné mon avis là-dessus. Non, mais Je t'ai donné mon avis. Tu reconnais comme moi qu'est-ce que c'est qu'une conversion dans la Bible et selon les textes. Qu'est-ce que c'est qu'un mariage dans la Bible et selon les textes. Voilà, je considère que les juifs libéraux, en tout cas du temps où j'en étais président, c'est comme ça que ça se passait. De la même manière qu'en ce qui concerne les beth din, les beth din, où il y avait trois rabbins qui examinaient le savoir, la capacité des gens, les engagements de ces gens à se convertir. Voilà. Très bien. Alors, nous allons aborder avec vous... J'espère que les présidents du judaïsme libéral, judaïsme en mouvement aujourd'hui, Gad Veil et Jean-François Ben Sahel, accepteront tout ce que j'ai dit, peut-être en leur nom. Alors, nous allons aborder avec vous la remarquable revue Tenoa que vous présidez et qui est dirigée par Delphine Orweiler. Cette revue... Le rabbin Delphine Orweiler. Oui. Oui, je suis d'accord. Et cette revue est une revue trimestrielle de pensée juive et d'art contemporain. Et je tiens à souligner que cette revue est strictement indépendante de toutes les communautés. Elle est ouverte à toutes les sensibilités du judaïsme. C'est encore la réalité aujourd'hui ? Ben, écoute, j'ai dû te faire parvenir le dernier exemplaire de la revue. Dans laquelle tu as dû découvrir un article. C'est le thème du dernier exemplaire, c'était le voyage. Le voyage. Et évidemment, j'ai demandé à mon ami Chaim Nissenbaum, que tu connais bien, qui est le représentant des Lubavitch en France, de faire un article, ce qu'il a accepté avec gentillesse. Et voilà, donc quant à la pluralité des voix juives dans Tenoa, eh bien, tu as aussi bien Chaim Nissenbaum que Gabriela Bensour, qui représente les modernes orthodoxes, que évidemment les juifs libéraux, oui, et toutes les sensibilités du judaïsme religieux et intellectuel. Alors, Tenoa est une revue des ateliers, des espaces d'intelligence collective. Elle réunit d'ailleurs une diversité de sujets, des thèmes audacieux et inédits. Et par exemple, quand on aborde le problème du complotisme, le problème d'Ashkenaz, Séfarade, cette idée inédite et audacieuse de faire une double couverture à l'envers pour parler et des Ashkenaz, représenter les Ashkenazim par un cornichon et les Séfarades par un piment. Un cornichon au sel. Et donc les Séfarades par le piment piquant. Est-ce que si je vous dis que Tenoa répond à cette triple pluralité, pluralité des thèmes, pluralité des intervenants, pluralité des lecteurs, ce serait le secret de sa réussite ? Moi, je crois que oui. Je crois que le secret de sa réussite, c'est d'abord d'avoir deux personnes à sa tête, qui est d'une part le rabbin Delphine Orweiler et d'autre part un rédacteur en chef brillant qui s'appelle Antoine Strobel-Lahan. Donc, on a deux personnes de qualité extraordinairement compétentes. Et donc, voilà, je dirais, le premier secret de la réussite. Après, il y a toute cette pluralité que tu viens de décrire, effectivement. Mais si tu veux, Tenoa, c'est à la fois une revue, comme tu l'as dit, c'est une revue pluraliste dans laquelle on n'hésite pas à aborder des thèmes qui grattent. On a abordé le complotisme, comme tu le dis, on a abordé le thème de l'homosexualité, dans le judaïsme bien évidemment, et au prisme des textes et de la réalité. On a abordé beaucoup d'autres sujets, mais ce sont aussi des ateliers
jusqu'à présent, on les faisait Mais vous donnez la parole à des personnalités de tous bords, je veux dire même au dehors de la communauté. Et c'est ça qui est très intéressant. Bien sûr. Ça veut dire que vous soulevez des problématiques. Quel est le regard de la société? Quel est le regard du judaïsme sur la société Et contemporaine? réciprquement. Voilà, exactement. Et le regard de la société Alors, sur est-ce le qu'il y a- judaïsme. Mais est-ce qu'il y avait une nécessité de fonder une nouvelle revue de pensée juive? Mettez-moi... D'abord, je voudrais juste dire quelque chose qui est important pour moi. Cette revue, l'association Tenoua a été créée en 2013. J'ai créé cette association en 2013 avec Delphine Orviller, Antoine Strobel-Dahan, Elie Papiernik et quelques autres comme ça. Mais il faut dire que cette revue, qui était à l'origine la revue du MJLF, a été créée par le MJLF et Daniel Farhi en 1981. Donc je tiens à le dire. Aujourd'hui, ça n'est pas la même revue. C'était une revue communautaire. Aujourd'hui, c'est une revue de pensée juive, comme tu l'as dit, dans laquelle on trouve de la pensée, de l'art contemporain israélien. C'est une revue extrêmement riche. C'était une revue magnifique. Alors donc, il y a d'une part... Elle ne remplace aucun média qui existait. Mais bien au contraire, cette revue remplit un vide. Est-ce que vous acceptez? Bien sûr, non, mais c'est reconnu comme ça. Je crois que c'est reconnu comme ça. L'aide que nous avons des fondations, en plus du nombre d'abonnés important que nous avons, le prouve. Toutes les grandes fondations juives... Oui, par les nouveaux thèmes. Et vous nous faites découvrir, Francis Lanchner dans Tenoua, grâce à Delphine Orweiler, de nouveaux penseurs. Cette nouvelle génération qui écrit dans Tenoua, et c'est remarquable. Ça veut dire, c'est des jeunes penseurs, des jeunes philosophes, Avishag Zafrani, Stéphane Habib, toute cette génération-là, vous leur donnez la parole. Ils n'ont pas la parole dans la communauté. Absolument. Et c'est un tremplin qui est très Mais important. si tu prends des gens comme Anna Klarsfeld, par exemple, qui est une relation très très éloignée avec Serge et Beat, mais Anna Klarsfeld, qui avec une autre Anna fait un podcast sur le judaïsme ou sur l'esprit du judaïsme vu à travers le prisme de l'actualité et de ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce sont des jeunes filles extrêmement brillantes qu'on voit de plus en plus dans les réseaux sociaux. Et donc effectivement... Mais pourquoi on leur donne pas la parole sur... Non, nous, on leur donne la parole. Qu'est-ce que la réponse, ouais, non, je sais pas, parce que je crois qu'il faut briser ce caractère, ce carcan unitaire qu'il y a dans cette communauté. Ce qui fait la richesse du judaïsme, c'est sa pluralité, c'est sa diversité. J'ai l'impression qu'on a abandonné cette idée. Je ne veux pas rentrer dans des considérations aujourd'hui, c'est pas mon rôle, mais tout le monde sait pourquoi on n'ouvre pas la porte. Vous avez raison, parce que quand on écoute certaines revues, enfin certains journaux, certains médias, c'est véritablement un fast-food de phrases préfabriquées, de pensées, etc. Mais dans Tenoua, les gens vous disent, et je fais l'interprète, c'est nous découvrons des thématiques inédites. Nous découvrons des plumes qu'on ne connaissait pas, et puis derrière cette génération, il y a tout un monde qu'on ne connaît pas. Vous faites découvrir un monde qui est très important, mais en restant dans le judaïsme. Voilà. Et dans la tradition, là tu peux le reconnaître, puisque cette pluralité de pensée, on est tout à fait dans la tradition, dans l'interprétation. Donc il y a aussi une chose que je voudrais ajouter concernant la revue. On est extrêmement attaché au devoir de mémoire et à la commémoration du Yom HaShoah. Tu l'as dit, Tenoua, c'est une revue trimestrielle. Ça voudrait dire 4 numéros, mais en réalité, il y a 5 numéros. Il y a toujours un numéro hors série consacré au Yom HaShoah, selon un certain nombre de thèmes que nous choisissons en accord avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et chaque année, nous avons un numéro spécial Yom HaShoah, auquel nous sommes extrêmement attachés, auquel je suis très attaché personnellement, parce que j'étais avec Serge Klarsfeld, avec Daniel Farhi, à l'origine de la lecture des noms des déportés juifs de France, et véritablement, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Qui est rentré dans l'histoire du judaïsme français. Exactement. Grâce au MJLF. Je veux dire que Daniel Farhi, il faut lui rendre hommage. Mais il faut lui rendre hommage, voilà. Bien sûr. Mais l'idée, Francis Lanchner, que cette revue remplit un vide, qu'elle apporte de nouveau, etc., est-ce que c'est simplement... une revue pour se faire connaître au dehors de la communauté libérale, ou est-ce que c'est une revue qui est devenue une référence de la pensée juive? Mais voilà, le nouveau slogan de Tenoua, c'est « Agite les pensées juives ». Voilà. Et donc on est là pour ça. On est peut-être le poil à gratter qui manquait... C'est pas prétentieux?
Bah, je ce crois titre? pas. Non, je crois pas. Non, on essaye d'agiter les pensées juives, mais ça ne veut pas dire qu'on Non, est les mais seuls. voilà, On n'est c'est pas, ça. on n'est pas les seuls à les agiter. Mais nous, voilà, nous, on est fiers de le faire. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou à partir du moment où on est respectueux. Voilà, on est Vous respectueux de la considérez que tradition. tout le monde doit avoir la parole, Tout le monde même doit si avoir la parole sur tous les thèmes qu'on considère comme être en indispensables. désaccord, c'est pas un déshonneur. Ben, au contraire, au contraire. Nous, on donne la parole à des gens qui ne sont pas en accord avec tout ce que tu décrivais tout à l'heure en ce qui concerne le judaïsme libéral. Mais si tu Mais vous demandes- êtes conscient mais que si vous tu avez demandes un atout majeur en la personne du rabbin Delphine Orweiler. Parce que son dernier livre, parce que c'est remarquable. Remarquable. Quand on lit un livre comme ça, il y a beaucoup de familles qui ont été consolées, qui ont découvert une manière des mots, au-delà des mots, ils ont découvert une espèce de justesse des sentiments humains. Et pas que sur ce livre, mais en tout cas, si on parle de ce livre, effectivement, Delphine Orwiller, le rabbin Delphine Orwiller, reçoit des centaines de lettres de témoignages de gens qui expriment combien ils ont été touchés par ce livre, parce que ça fait référence à des choses qu'ils ont vécues eux-mêmes ou qu'ils n'ont pas pu vivre parce que personne ne leur avait ouvert la porte. Et quand elle raconte l'histoire de cet homme qui était seul à l'enterrement de sa mère et qui d'un seul coup par la voix et par la bouche de Delphine a entendu la vie de sa mère comme jamais il l'avait entendue, c'était exceptionnel. Francis Lanceler, merci d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt, Rafi. Moi, je suis disponible quand tu le veux. À Merci. bientôt. Au revoir.